La bienheureuse pour la Révolution mondiale pacifiste, à l'adresse des peuples constituants, à la mémoire de Condorcet, écrit et lu par Jean-Paul Alonso. Lecture de la suite du chapitre 3, intitulé Pourquoi une nouvelle constitution? Sous-chapitre 3, les contre-pouvoirs. Paragraphe 1, l'absence de pouvoir. Le meilleur contre-pouvoir est l'absence de prise de pouvoir. Ce pouvoir qui caractérise trop souvent la vie politique est organisé par la Constitution, les institutions et confirmé par les lois. La vie en commun dans l'espace de la cité n'a de sens que si sa population y trouve un plus grand avantage que la vie repliée sur soi, solitaire ou en famille. La cité implique la reconnaissance d'un intérêt commun à faire société, les notions de citoyenneté, d'égalité de droits, de bien commun, d'assistance et de partage entre les citoyennes et citoyens. Ces valeurs doivent être enseignées et traduites dans la loi. La façon dont les lois sont établies, le mode d'accès aux responsabilités politiques, la force, l'hérédité, le plébiscite, l'élection ou le tirage au sort, et la manière dont la cité est administrée et gouvernée caractérisent le régime politique. La démocratie ne peut admettre que la démocratie directe, l'élection ou le tirage au sort. La démocratie directe ne peut fonctionner que dans une petite cité. Le tirage au sort pour remplacer l'élection politique ne met pas à l'abri du risque d'incompétence et ou du manque de motivation des personnes désignées par le hasard. C'est bien le phénomène de manque de compétences et ou d'appétence pour la politique qu'il faut régler par l'éducation. Pour cette raison, le tirage au sort ne peut être l'expression de la démocratie que chez un peuple dûment préparé aux responsabilités politiques qu'on lui confie. Paragraphe 2. Les contre-pouvoirs médiatiques. Après la Révolution de 1789, les titres des journaux évoquent l'idée d'un contrôle du politique par la presse et non l'inverse, comme aujourd'hui. Exemple: la sentinelle du peuple, le dénonciateur, le censeur patriote, le rôdeur français. Une presse impartiale, alliée au droit à l'insurrection populaire, tenait en respect le politique, mais ça n'a pas duré longtemps avec l'instauration de la terreur en 1793, puis l'arrivée de Bonaparte, qui ont restreint la liberté de la presse. De nos jours, les médias représentent le premier pouvoir étroitement lié aux milieux financiers, politiques et judiciaires. Les médias conditionnent le vote des électeurs et les choix des consommateurs. Il est donc quasiment impossible de relayer une cause qui ne répond pas aux injonctions du pouvoir politico-économique. Aucun parti politique ou candidat ne peut être élu président de la Ve République sans se faire adouber par les grands médias qui sont détenus par les grandes fortunes et l'État qui les contrôle avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En 2022, le CSA et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, ou Hadopi, sont devenus l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, qui contrôle les contenus de tous les médias officiels, y compris ceux d'Internet. J'accuse les médias qui sont devenus le premier pouvoir, invisible aux yeux des gens ordinaires, d'avoir fabriqué leurs leaders politiques, courtisés par tous les journalistes de pacotille. Et voilà que les deux extrêmes droites réunies totalisent plus de 30% des intentions de vote pour la campagne présidentielle de 2022. C'est ça la France? La censure est le plus souvent effectuée en amont par les opérateurs de plateformes Internet quand les contenus, genre Wikileaks, deviennent gênants ou sur ordre du pouvoir, comme nous l'avons vu avec le documentaire Hold Up en 2020. Le régime présidentiel antidémocratique de la Ve République transforme le président en véritable monarque. Nous sommes au degré zéro de la politique.
Les principales chaînes de télévision ou les stations radiophoniques d'information appartiennent à l'État ou aux grands patrons. Idem pour les journaux, qui sont généralement déficitaires sur le plan financier, mais qui reçoivent des subventions discrétionnaires du gouvernement. L'information et la production artistique, largement diffusées, livres, films, théâtres, musées, événements, etc., confortent l'idéologie conso-capitaliste, destructrice de la biodiversité, de la stabilité des climats et de l'humanité elle-même. Le mécénat qui se développe avec la baisse des subventions du ministère de la Culture représente un intérêt stratégique pour les grands patrons et leurs amis politiciens. Tout est fait pour maintenir l'opinion dans l'ignorance et étouffer la vigilance citoyenne. La bienheureuse libère l'information des fourches caudines du capitalisme et du politique, premièrement parce que le capital est mieux réparti et fortement limité. Deuxièmement parce que les journaux, radios, chaînes de télévision et plateformes Internet sont sélectionnés librement par les personnes. Troisièmement, parce que les médias publics qui n'appartiennent pas aux collectivités, communes, départements, fédérations ne fournissent que des informations relatives à la situation sociale, économique, écologique, climatique française et étrangère et rendent compte des calendriers et des campagnes électorales avec impartialité. Quatrièmement, parce qu'aucun individu ou patron ne peut détenir plus de 5% d'un média. Cinquièmement, parce que tous les médias privés sont gérés par le statut de coopérative et appartiennent à leurs seuls abonnés. Toute personne peut donc saisir un ou des médias pour exposer librement ses opinions. Paragraphe 3. Les contre-pouvoirs juridiques. Pour faire vivre la démocratie, tous les peuples doivent veiller à se donner des contre-pouvoirs constitutionnels. Ces contre-pouvoirs sont le corollaire de la démocratie vivante de la sixième République fédérale française. J'ai donc pris un soin particulier pour vous les présenter afin que vous puissiez faire de bons choix. J'ai résumé les contre-pouvoirs constitutionnels par l'acronyme PIAVRE, qui reprend les premières lettres des mots pétition, initiative, accusation, veto, révocation et référendum. Ces contre-pouvoirs figurent dans la Constitution et leurs procédures sont définies dans le Code électoral. Les piavres indiquent le statut et le nombre des signataires de la pétition qui lance la procédure, l'autorité respective à laquelle ils doivent s'adresser et les délais pour leur mise en œuvre. Le référendum est une procédure de vote qui permet de consulter le peuple sur un acte de l'exécutif ou d'une assemblée législative. Il existe trois types d'initiatives référendaires. Premièrement, celle qui provient des élus. Deuxièmement, celle qui est initiée par le peuple. Et troisièmement, celle qui est prévue par la Constitution. Le pourcentage de pétitionnaires requis pour qu'un piavre devienne recevable est de 2% des électrices et des électeurs du territoire concerné pour un électorat égal ou supérieur à 1000 citoyennes ou citoyens. À titre d'exemple, en Suisse, une initiative populaire qui demande la révision totale de la Constitution doit recueillir les signatures de 100 000 électeurs ou électrices, soit environ 1,84% d'entre eux, dans un délai de 18 mois à compter de la date de sa publication officielle. Les piavres sont la pétition, l'initiative législative citoyenne, l'accusation populaire, le veto des assemblées intermédiaires, le veto populaire communal, départemental ou fédéral, qui s'opposent à un acte de leurs assemblées législatives ou de leurs conseils respectifs. Ces vétos peuvent abroger ou suspendre un acte et une proposition de loi jusqu'à sa modification totale ou partielle. Les piavres sont encore le référendum obligatoire qui est prévu par la Constitution pour certains actes, le référendum de sécession qui est nouveau et permet à un département de sortir de la fédération. L'autonomie des départements étant acquise constitutionnellement, le référendum d'autodétermination est supprimé. L'initiative législative citoyenne permet au peuple de demander un référendum législatif qui concerne la loi. Un référendum constituant s'applique à la modification totale ou partielle de la Constitution. Un référendum abrogatif
nommé facultatif en Suisse, demande l'abrogation d'une norme en vigueur, loi, règlement. L'accusation populaire permet au peuple de demander un référendum révocatoire qui s'applique à la révocation d'un élu ou d'une élue. Les assemblées peuvent demander un avis populaire sur une norme avec le référendum normatif. Le référendum consultatif est organisé pour connaître l'opinion des électeurs. Le référendum est mentionné à l'article 3 de la Constitution française, mais ce droit a été peu utilisé et le choix des Françaises et des Français n'a pas toujours été respecté par le pouvoir en place. On ne peut pas le mettre au compte de la démocratie semi-directe du fait qu'il est toujours décidé par l'exécutif. Les quatre types de référendum de la Ve République sont le référendum législatif établi par l'article 11 de la Constitution. Le président de la République peut, sur proposition du gouvernement ou sur la proposition conjointe des deux assemblées, soumettre au peuple un projet de loi qui peut porter sur différents sujets. Ce référendum concerne l'organisation des pouvoirs publics, l'autorisation de ratifier un traité international et, depuis la révision constitutionnelle de 1995, les réformes de la politique économique, sociale, environnementale et des services publics y concourant. Un référendum portant sur un objet mentionné ci-avant peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le référendum constituant établi par l'article 89 de la Constitution permet la révision de la Constitution. Il se fait également à l'initiative du président de la République, sur proposition conjointe des deux assemblées ou du gouvernement. Quand la révision provient des assemblées, le référendum intervient après l'approbation de la révision par les deux assemblées. Si le résultat du référendum est positif, la révision est adoptée. Quand la révision provient de l'exécutif, le président de la République peut la soumettre au Parlement réuni en congrès sans passer par le référendum. Le projet de révision est approuvé s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Le référendum d'initiative partagée a été introduit dans l'article 11 de la Constitution en 2008 pour une entrée en vigueur en janvier 2015. Il n'a encore jamais été utilisé. Il doit être demandé par 20% ou un cinquième des parlementaires, soutenu par 10% des électeurs inscrits, d'où la notion de partage. Ce référendum peut porter sur des réformes économiques, sociales et environnementales et sur la ratification d'un traité pouvant modifier le fonctionnement des institutions. Le référendum d'initiative partagée prend la forme d'une proposition de loi puisqu'il émane du pouvoir législatif et ne peut pas abroger une disposition législative qui a moins d'un an. Son texte ne peut pas être contraire à la Constitution et doit être approuvé par le Conseil constitutionnel. Si le résultat du référendum est positif, la loi est adoptée et s'il est négatif, elle est rejetée et il faut patienter 2 ans avant de soumettre une proposition sur le même sujet. Le référendum décisionnel local est prévu par l'article 72-1 de la Constitution. Ce référendum est purement consultatif et ne peut pas avoir lieu pendant des élections ou d'autres référendums nationaux. Il ne peut pas se tenir dans les 6 mois avant le renouvellement du conseil municipal et doit réunir au moins la moitié des électeurs pour être pris en compte. Le maire propose ce référendum au conseil municipal pour soumettre un acte qui relève de ses attributions à l'électorat de la commune. Le conseil municipal prend ensuite sa décision en toute liberté. Quelques exemples de référendums en France. En 1962, le président Charles de Gaulle a soumis à référendum les accords d'Évian et l'élection du président de la République au suffrage universel direct. En 1969, il a demandé au peuple de se prononcer sur la régionalisation de la réforme du Sénat. Ce référendum était aussi une demande de plébiscite, puisque de Gaulle avait prévu de démissionner si le résultat du référendum était négatif. Des référendums ont été organisés pour l'élargissement de la communauté économique européenne en 1972,
le statut de la Nouvelle-Calédonie en 1988, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie dans l'île en 2018, 2020 et 2022, le traité de Maastricht en 1992 et le passage du septennat au quinquennat en l'an 2000. En 2005, le président Chirac a demandé de se prononcer sur l'adoption du traité constitutionnel européen. Les référendums pratiqués dans les autres pays. L'ajout du référendum d'initiative populaire, RIP, ou référendum d'initiative citoyenne, RIC, à la Constitution a été demandé en décembre 2018 par le mouvement des Gilets jaunes. L'initiative de ce référendum appartient au peuple et concerne une norme. Le RIC est en vigueur en Californie, en Suisse et en Italie. La pétition de mise en œuvre du RIC demande 500 000 électeurs en Italie, 50 000 électeurs en Suisse. En Californie, selon que le RIC concerne la révision de la Constitution ou l'adoption d'une loi ordinaire, en dehors de l'intervention du Parlement, il doit être présenté respectivement par au moins 8% et 5% des personnes ayant participé à l'élection du gouverneur de l'État. En Autriche et au Portugal, la pétition permet de saisir le Parlement fédéral d'une proposition sans entraîner obligatoirement un référendum. En Italie, Suisse et Californie, le RIC donne aux électeurs un droit de veto sur certains textes que le Parlement vient d'adopter. La demande de RIC a un effet suspensif de la norme et son entrée en vigueur est subordonnée au résultat du vote référendaire. En Suisse et en Californie, le RIC peut demander l'adoption de textes législatifs en cas d'adoption. Si par la suite le Parlement veut la modifier ou l'abroger, il doit à nouveau le faire valider par référendum. Le point de départ du délai pour la mise en œuvre du RIC est différent dans ces pays, mais est toujours de l'ordre de 3 mois. Le RIC s'applique à presque toutes les lois en Californie, à toutes les lois fédérales et aux arrêtés fédéraux les plus importants en Suisse, aux lois constitutionnelles en Italie, sauf quand elles ont recueilli la majorité des 2/3 des membres de chaque assemblée. En Suisse et en Californie, le législateur peut qualifier une loi d'urgente. En Suisse, cet acte annule l'effet suspensif, tandis qu'en Californie, il annule le RIC. En Californie, les lois fiscales ou budgétaires sont exclues du RIC. En Italie, le RIC peut abroger les lois en vigueur. La Constitution exclut le RIC pour les lois fiscales, budgétaires, d'amnistie et de remise de peine et la ratification de traités internationaux. Le référendum abrogatif ne concerne pas les normes de rang supérieur à la loi ordinaire et les demandes qui risquent d'altérer l'équilibre institutionnel. Pour que la norme contestée soit abrogée, il faut d'une part que la majorité des votants approuve la proposition et d'autre part que la participation électorale atteigne au moins 50%. En Suisse, au niveau fédéral, l'initiative populaire ne peut concerner que la Constitution. La pétition doit être signée par 100 000 électeurs. La révision totale de la Constitution est soumise au référendum obligatoire. La révision partielle est d'abord examinée par le Parlement fédéral avant d'être soumise au référendum. Le Parlement fédéral peut présenter un contre-projet. Le peuple se prononce alors simultanément sur l'initiative et le contre-projet. Si l'électeur accepte les deux propositions, il doit donner sa préférence. Si l'initiative est rédigée en termes généraux et que le Parlement fédéral l'approuve, ce dernier élabore une proposition de révision constitutionnelle en bonne et due forme qui est soumise à référendum. Si le Parlement fédéral ne l'approuve pas, un premier référendum porte sur l'opportunité de la révision. Si le principe de la révision est approuvé, le Parlement fédéral doit élaborer une proposition de révision, elle-même soumise à référendum. Dans tous les cas, les propositions de révision constitutionnelle doivent être approuvées à la double majorité des votants et des cantons. Il reviendra aux établissements scolaires d'enseigner toutes les possibilités des contre-pouvoirs et du référendum et aux médias de les expliquer en temps utile pour faire valider les propositions du comité de rédaction de la nouvelle constitution de la Sixième République. Paragraphe 4. Les autres contre-pouvoirs. Le meilleur moyen de résoudre un conflit est la négociation ou la médiation. Toute personne physique ou morale peut avoir recours à un arbitre indépendant
gratuit pour résoudre un litige ou un conflit pour éviter de faire appel aux tribunaux ou à la résistance civile. En cas de non-conciliation des parties, les manifestations, la grève, le lock-out et l'insurrection sont des moyens de pression licites quand ils n'ont pas recours à la violence physique sur les personnes, l'outil de travail ou les locaux. Le patronat ou défendeur ne peut avoir recours à une police privée ou un personnel de substitution pour briser un mouvement de grève. Nul ne peut être contrôlé, inquiété, interrogé, emprisonné ou subir une perquisition de son domicile ou de ses locaux par la police sans un mandat délivré par la justice. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit dans l'article 2: le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Cette déclaration est adossée à notre Constitution, mais n'a aucune valeur juridique. La résistance à l'oppression et toutes les méthodes de désobéissance civile prévues dans le projet de résistance civile sans armes à un envahisseur sont constitutionnalisées et peuvent s'appliquer dans les territoires de la Fédération pour régler un conflit social, professionnel ou personnel. Je vous remercie pour votre attention. Vive la Révolution mondiale pacifiste!